L'acceptabilité des énergies renouvelables, c'est le thème de notre débat avec Béatrice Delpech. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale adjointe d'Enercop et on est également en duplex avec Karine Sebi, coordinatrice de la chaire Energy for Society, professeure assistante en économie à l'école de management de Grenoble. Bonjour et bienvenue à vous. On commence par une présentation d'Enercop. En quelques mots, elle a été créée il y a une vingtaine d'années, c'est ça ? 20 ans, ça fera 20 ans au mois de juillet, absolument. C'est quoi Enercop ? Enercop, c'est aujourd'hui un réseau de 11 coopératives d'intérêt collectif et qui sont des coopératives d'énergie renouvelable. On a été créé il y a 20 ans par des hommes et des femmes qui avaient la conviction farouche que l'énergie est un bien commun et que c'est rarement une bonne idée de confier un bien commun à des intérêts privés. Donc ça, c'est vraiment la genèse de la création. Et on développe 3 activités. Historiquement, la première activité, c'est qu'on est un fournisseur d'électricité renouvelable. On a inventé un modèle assez original à l'époque, puisqu'on achète un réseau de producteurs d'énergie renouvelable en France, leurs électrons et les garanties d'origine associées. La deuxième activité, c'est qu'on est producteur d'énergie renouvelable. Alors, on l'a fait longtemps petitement et depuis quelques années, on le fait beaucoup plus massivement. Donc, on développe nous-mêmes des projets d'énergie renouvelable, essentiellement photovoltaïque et éolien. Et puis la troisième activité, c'est une activité qu'on mène depuis 20 ans également. On accompagne des particuliers, des professionnels et des collectivités pour les aider à la maîtrise de leurs usages, que ça aille de la réduction de leur consommation jusqu'à la solarisation des toits des collectivités, par exemple, ce genre de choses, puisque en fait toute notre activité est entièrement tournée vers le scénario esquissé par l'association Négawatt, qui est un scénario qui repose sur une énergie 100% renouvelable, de la sobriété et de l'efficacité énergétique. Et on va parler évidemment ensemble de l'acceptabilité de ces énergies renouvelables. Karine Sebi, vous avez publié le rapport d'activité de la chaire Energy for Society et vous avez choisi 2 énergies renouvelables, l'éolien et la méthanisation. Pourquoi ces 2-là ? Est-ce qu'ils suscitent, ou pas d'ailleurs, un plus de rejet, de réticence que les autres énergies renouvelables ? Alors pourquoi l'éolien ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, une éolienne, elle est dans l'imaginaire de tous les citoyens. Et que en plus, on voit bien qu'il y a de plus en plus de contestations. Donc on a voulu en effet valider si jamais il y avait ces oppositions qui étaient montantes. Et le problème aussi de la méthanisation, c'est que c'est une énergie qui est prévue par plusieurs programmes, notamment la PPE, avec des objectifs qui sont annoncés à 2050 d'avoir un gaz 100% renouvelable, et qu'aujourd'hui, donc, c'est une consommation qui est plutôt anecdotique, avec uniquement 2 à 3%. Donc, il va y avoir une montée en puissance de la méthanisation qui, aujourd'hui, déjà suscite des oppositions. Donc, l'intérêt, c'était de voir quel est l'état on va dire des préférences sur l'éolien, et au niveau de la méthanisation qui sont des projets énergétiques qui sont quand même un peu moins connus, comment justement on peut accompagner à la fois les politiques publiques et les développeurs de projets pour les insérer dans des territoires, parce que chaque projet de méthanisation est propre dans un ancrage territorial. Donc là, l'idée, c'était de voir quels sont les leviers qui permettraient de passer ce cap. On va reparler de méthanisation, mais je voudrais qu'on se concentre d'abord sur l'éolien. Béatrice Delpech, le cadre que vous proposez, ce cadre coopératif, est-ce qu'il gomme forcément les réticences ou pas ? Forcément, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça facilite beaucoup les choses, puisque nous, le modèle qu'on privilégie, c'est le modèle de la gouvernance citoyenne. Ça veut dire qu'on n'appelle pas seulement les citoyens aux capitaux de nos projets, on les appelle à rentrer dans la gouvernance. Ça veut dire quoi ? Très concrètement, ça veut dire qu'autour de la table, on va mettre des collectivités territoriales, des entreprises, des habitants, des habitantes, qui ensemble vont réfléchir et se réapproprier tous les enjeux liés à la production d'électricité. De se dire de quoi on a besoin, pourquoi faire. Si on produit sur notre territoire, on veut que ça alimente, par exemple, les services publics, on veut le revendre, dans quelles conditions, à quel opérateur, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et donc, c'est vraiment un projet de territoire en réalité. Donc ça facilite évidemment grandement l'acceptabilité des projets. Et puis, il y a une deuxième chose qui, je pense, est intéressante, c'est qu'il y a une étude qui a été menée par Énergie Partagée il y a quelques années qui montre que les projets à gouvernance citoyenne ont de meilleures retombées économiques locales pour les territoires. Mais de manière conséquente, j'ai envie de dire, puisque pour 1 euro investi, il y a 2,50 € de retombées locales dans le territoire quand le projet est à gouvernance citoyenne. Pourquoi ? Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il y a moins d'intermédiaires, il y a moins d'intérêt
on va dire, traditionnelle d'une entreprise privée? C'est quoi la logique? Je dirais qu'il y a deux facteurs majeurs. Le premier facteur, c'est que les locaux qui sont autour de la table vont privilégier des entreprises locales pour faire les travaux, déjà en premier lieu. Donc ça facilite, ça booste l'emploi local. Il y a un deuxième facteur très important, c'est que du coup, le projet ne va pas être vendu une fois qu'il sera réalisé. Donc ça veut dire que les bénéfices vont pouvoir s'ancrer sur la durée d'exploitation du parc et donc pas sur les 5, 6, 8 ans de construction, mais sur les 30 ans d'exploitation. Donc ça fait des revenus très conséquents. Karine Sebi, vous avez donc analysé les raisons de ce qu'on pourrait appeler une forme de rejet français de l'éolien, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose dans d'autres pays d'Europe. Comment vous l'expliquez? Il y a une part d'intérêt politique, évidemment, parce qu'il y a des partis politiques qui se sont emparés de ce thème. Comment vous expliquez ce rejet? Alors effectivement, ce rejet, on a essayé de l'expliquer en faisant des croisements avec des données sociodémographiques. Et le constat, c'est qu'il y a un bon tiers de la population, en fait, qui sont fortement opposés à l'éolien. Et on se rend compte que ces opposants, ils ont plutôt une affinité, une affiliation au parti d'extrême droite en particulier. Et on retrouve aussi des citoyens qui ne se prononcent pas au cours des votes, donc ce sont des abstentionnistes. Et ce rejet envers l'éolien, il est renforcé par une moindre confiance envers l'État, donc on voit ou des institutions publiques. Donc on voit le rôle et la légitimité des politiques publiques a actuellement pour porter des messages qui sont, on va dire, fédérateurs, qui vont englober cette population, puisque aujourd'hui on se rend compte que des messages qui historiquement on va développer des énergies renouvelables pour lutter contre le dérèglement climatique, etc., ne sont des messages qui vont avoir parfois des conséquences, on va dire, inversées à ce qu'on pourrait espérer. Et il faut trouver des messages qui sont plus englobants, parler de sécurité énergétique, de souveraineté énergétique, de création d'emplois. Mais le constat aussi qu'on fait, c'est qu'au-delà de ces 30% de réfractaires, l'adhésion sociale, finalement, elle est plutôt bonne et elle peut être consolidée, notamment par ce que vient de dire Béatrice sur la mise en place d'une gouvernance partagée, le fait qu'on mette en place aussi des messages, des politiques publiques pour faire valoir tous les avantages des ENR, pour lutter aussi contre la désinformation qui est massive actuellement, parce qu'on voit bien aussi que les sujets énergétiques cristallisent et polarise aussi les discours et les attentions dans les médias. Et donc, il faut absolument que toute cette création de valeur, elle se fasse valoir et qu'elle soit beaucoup plus visible. Et il faut donc adapter les narratifs. Mais Karine Sebi, il y a effectivement des partis de droite ou d'extrême droite, mais il y a aussi des associations qui se battent, notamment pour la défense d'un certain nombre d'espèces protégées, qui sont mises en péril par les éoliennes. Donc, ce sont des projets qui peuvent être pris en étau d'une certaine façon. Tout à fait. Après, il ne faut pas nier, bien évidemment, les impacts sur la biodiversité, que ce soit l'éolien ou n'importe quel autre projet. Il n'y a pas. Le problème, c'est tout est une question de coût d'opportunité. Est-ce qu'on s'interdit d'avoir accès à une énergie décarbonée et qu'on continue à importer des énergies qui sont donc carbonées? Aujourd'hui, 60% de notre mix énergétique est importé et provient donc d'énergie carbonée. Où effectivement on prend en compte des mesures qui vont nous permettre de faire un arbitrage entre des problèmes de biodiversité avec une adaptation, une compensation par ailleurs. Béatrice Delpech, le modèle Enercop, il est duplicable, mais ça dépend de qui? Est-ce que c'est forcément des citoyens qui sont à l'origine ou est-ce que ça vient plutôt d'une collectivité locale, par exemple? Alors, certains de nos projets, on les a initiés nous-mêmes, et puis d'autres, ce sont des collectivités qui sont venues nous chercher. Par exemple, j'ai envie de parler d'un projet à Andilly-les-Marais, en Charente-Maritime. C'est un projet de petit parc éolien. Alors je dis petit parce qu'il n'y a que 3 éoliennes, mais ce sont de très grandes éoliennes, parce que figurez-vous que ce sont les éoliennes qui ont les plus longues pales de France. 80 mètres de long, autant vous dire qu'on les voit de loin. On les voit de loin. Eh bien, donc ça fait beaucoup de riverains potentiellement hostiles. Oui, alors du coup j'ai envie de vous poser une question. Saurez-vous me dire combien de recours il y a eu contre ce projet? Non, je ne saurais pas, mais j'imagine pas beaucoup. Zéro. Alors Aucun. comment vous l'expliquez? Gouvernance partagée, projet citoyen, projet de territoire. Et là, c'est la collectivité qui est venue nous chercher parce qu'en fait, il faut bien voir qu'il y a certains développeurs qui arrivent comme des cow-boys dans les territoires. Ils arrivent avec des projets massifs, ils arrivent avec des effets sur la spéculation foncière qui sont très importants. Et du coup, les collectivités sont évidemment
n'ont pas du tout envie de ça en fait. Donc là, en voyant que des développeurs avaient identifié un couloir de vent favorable et que ça commençait à faire des petits sujets, notamment sur la spéculation foncière, la collectivité... Ça veut dire qu'ils étaient en train de démarcher des propriétaires, des agriculteurs ou autres pour leur dire vendez une terre. D'accord. Et donc du coup, ils ont fait un appel à manifestation d'intérêt en insistant sur le fait qu'ils voulaient une dimension citoyenne dans le projet. Et donc du coup, nous, on a répondu, en l'occurrence, notamment notre Enercop en Nouvelle-Aquitaine, a répondu à ce projet-là. Et nous, on a mis en place un véritable projet à gouvernance locale. Et aujourd'hui, c'est un des plus puissants parcs qui va alimenter 11 000 foyers. Et aucun recours, zéro. Vous en avez eu des recours sur certains d'autres de vos projets ? Bien sûr. Et comment vous répondez justement aux inquiétudes des uns et des autres ? On voyait que ça pouvait venir de différentes familles politiques. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions publiques. Donc ça prend du temps, il faut anticiper. Oui, ça prend du temps. De toute manière, un projet de production d'énergie renouvelable, ça prend du temps, entre 8 et 10 ans souvent pour faire sortir de terre un projet. Donc, mais il faut intégrer ce moment de la concertation, de l'explication, du bilan coût-avantage. Ce qui est intéressant avec les projets à gouvernance partagée, c'est que parfois, nous, on identifie avec nos géomaticiens un terrain favorable et puis les gens localement vont nous dire en fait, nous, on ne veut pas que ce soit exactement là, ou on ne veut pas que ce soit exactement cette surface. Parfois, ils vont nous amener sur des terrains qu'on n'avait pas identifiés nous. D'autres fois, ils vont réaménager. On va discuter ensemble de comment est-ce qu'on peut installer des haies vives, comment est-ce qu'on peut... donc, on discute beaucoup, notamment avec les associations de protection de la nature. Et donc, ça vous permet d'éviter un certain nombre de recours. Peut-être un mot sur la méthanisation. Vous n'en faites pas du tout de méthanisation ? On ne fait que de l'électricité. Pourquoi ? C'est déjà assez compliqué l'électricité. Vous savez, on est un petit opérateur. Je me demande si on n'est pas le seul à avoir été créé il y a 20 ans et être encore là. Le marché de l'électricité, c'est très compliqué. Nous, donc vous ne rajoutez pas le gaz ? Voilà. Bon, on y a réfléchi, mais pour l'instant, c'est complexe. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux ici en plateau et en duplex depuis Grenoble. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.